Tu peux me dire que je suis chum, mais je m'en fous, on va tous crever, tu vas ressembler toi aussi à une momie. Hein. Bonjour Alice. Hello. Alors d'abord, je vais dire à nos auditeurs bienvenue dans ce nouvel épisode de Donne-moi tout. Alors dans Donne-moi tout, l'idée c'est qu'on dit tout. Il n'y a pas de filtre. Mais c'est pour ça, j'ai pas du tout peur avec toi. Non, moi c'est bon. J'ai déjà tout donné je crois que t'as tout donné. Et surtout, j'ai écouté... Alors, t'as fait beaucoup d'interviews. Ouais. C'est pour ça que je vais essayer de pas aller dans les sujets qui ont déjà été explorés 40 000 fois. Franchement, Alice, tout le monde a envie de l'inviter. Alors, tu t'appelles Alice Catlino, tu es à la base graphiste. Ouais, c'est ça, de métier. Mais maintenant, tu es... multi-entrepreneuse, j'ai plein d'entreprises, je fais plein d'activités. Et multi-passionnée aussi. En fait, je pourrais dire que tu es animatrice, tu es un peu... Parce que tu fais de la télé aussi. Hein. Ouais, je suis... Chroniqueuse. Chroniqueuse, conférencière. Je suis social media manager pour des grands groupes comme Partouche. Je suis formatrice, j'ai une université. J'ai formé dans ma vie plus de 2300 élèves et 500 entreprises. Et en fait, tout le fil rouge de toutes mes activités, c'est la communication, en fait. Oui. C'est communication digitale, communication sur le terrain, apprendre à networker, l'intelligence relationnelle. Et c'est vraiment comment faire du réseau. Réseaux sociaux, réseau avec les gens, bonne connexion avec ses amis, réseau avec soi-même. Est-ce que je suis bien dans ce qu'il me faut? J'aime pas trop le terme aligné parce qu'en vrai, on n'est jamais 100% aligné parce qu'en fonction de ton cycle, en fonction de... C'est un peu à la mode, aligné, mais c'est plus... Voilà, la vie est faite de cycles. T'es faite d'humeur, t'es faite de down and up, etc. Il faut juste que quand tu te lèves le matin, tu dis j'aurais pas de regrets, en fait. Et pour ce faire, il faut que c'est une espèce de savant mélange, c'est une salade entre un peu de passion, un peu d'intérêt pour les choses que tu fais, un peu d'envie, un peu d'ambition aussi, tu vois. Et c'est ce qui fait que c'est joli parce qu'après, il y a plein de choses qui se débloquent. Et comme on nous apprend pas vraiment ça à l'école, parce que souvent, et encore notre génération, ça va, mais je parle plus de la génération de nos parents, mais on nous disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et donc il fallait un métier qui te met en sécurité, qui va pouvoir nourrir ta famille. C'était vraiment la base, tu vois. Et il fallait que, t'aies quand même, toi, une zone de génie dans ce métier ou une capacité, hard ou soft skills, dans ce métier. Maintenant, je trouve qu'on est en train un peu d'inverser la tendance, c'est qu'on comprend qu'il faut plutôt partir de ton récit, de tes traumas, mais ça, tu le découvres pas tout de suite à l'école. Ça se fait au fur et à mesure des choses, tu vois. Alors que ce serait extraordinaire, je trouve, d'avoir, comme dans certaines écoles, des cours d'empathie, même des cours de psychologie approfondis. En fait, on irait tellement plus vite. Mais est-ce qu'il faut aller plus vite ou alors est-ce qu'il faut prendre le temps? C'est encore une grande question. Et puis, je sais même pas si on irait plus vite parce que tu vois, ma mère est psy. En fait, tu peux faire des psychanalyses et des psychothérapies pendant 40 ans. Il y a toujours un truc à traiter. Si tu rentres là-dedans, il y a toujours un truc à traiter. Si tu mets le doigt dans cet engrenage. Toi-même, est-ce que tu es suivie, justement? Alors, actuellement, non. Mais j'ai déjà fait plusieurs thérapies, notamment quand on est sorti, on va dire, de l'adolescence, jeune adulte. On avait fait une thérapie familiale. Avec ma famille, c'était super. Il y avait mon père, ma mère, mon frère et moi. Parce que comme on avait été touchés par le handicap de mon frère, moi j'ai un handicap invisible, etc. Et mon frère a vécu le harcèlement scolaire. Moi j'avais des troubles du comportement alimentaire. Et mes parents étaient très ouverts à ça. T'as cité beaucoup de choses, Alice. Je sais que tout va vite avec toi. Tout va très vite. Non, mais en fait, j'ai deux amies, je vais les citer. Parce qu'elles ont trop la classe. Tiffany et Alix. Il y en a une qui est créatrice de contenu et une autre, elle fait un peu comme toi. Elle fait vraiment du networking, elle fait plein de choses. Et en fait, elles sont au potentiel, je pense qu'on dit ça. Je pense que t'en es une, ça se capte assez vite. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que vos idées vont plus vite que même les questions que En fait, tu réponds aux questions que j'allais poser après. Désolée. Non, moi, ça me gêne pas. Au contraire, je suis fascinée et très heureuse de traîner avec des gens comme vous. Hein. En revanche, est-ce que pour toi, c'est pas épuisant? Après, je suis comme ça, quoi. Non, les autres. Ah, moi, j'épuise les autres, oui. Non, les autres. T'épuises pas la lenteur des autres. Ah oui, ça peut m'épuiser. Enfin, surtout, il y a lenteur et lenteur. Mais déjà, quand j'étais petite, mon frère était beaucoup plus lent que moi. Et il y avait toujours une discordance entre nous, tu vois. Notamment sur les départs en vacances. J'ai des souvenirs où mon père et moi, on est dans la voiture en mode «
allez, on y va et tout. On attend, mon père, il klaxonne. Et ma mère et mon frère, qui ont un rythme plus doux, qui sont là en train de faire leurs affaires. Et je me rappelle toujours de scènes comme ça avant de partir en vacances. On partait stressés déjà avec mon père. Donc tu ressembles à ton papa ? Totalement. D'accord. Ouais. Ton papa, lui, il a eu des gros postes. Ouais. Un gros poste. Ouais, gros poste. En fait, mon papa, il vient d'un milieu très modeste et il a tout donné pour ses études et son travail. Il a fait des études de dingue jusqu'à partir aux États-Unis et revenir ingénieur spécialisé dans la finance aussi. Et en fait, il a, on va dire, monté en grade dans une très grosse industrie jusqu'à devenir vice-président. Et il a bossé 40 ans dans cette boîte. Donc, tu as grandi dans un milieu relativement aisé. Ah oui, totalement. Ouais. Voire aisé. En tout cas, voilà, je vais pas me plaindre. Alors, en fait, le truc, c'est que, bizarrement, dans mon prisme à moi, j'étais la pauvre de ma ville, tu vois, parce que j'habitais dans une ville de très riche. Où ça ? À Meudon, dans le 92. D'accord. Donc, je vais te dire la pauvre de... Genre... on avait juste, je mets des guillemets, hein, bien sûr, ne me tuez pas en commentaire sur ce podcast. On avait juste un appartement de 130 mètres carrés dans le 92, tu vois. Mais j'avais des copines qui avaient des villas, piscines sur le toit, etc. Tu vois. On était dans des stratosphères. Mais ce qui est bien, c'est que... On est toujours le pauvre de quelqu'un. Hein. Exactement. C'est pour ça, rassurez-vous, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Mais moi, j'avais pas du tout de problème avec ça. Par contre, j'étais vraiment bien dans ma peau. En fait, moi, j'aimais faire les choses. J'aimais pas les choses. J'aimais faire de l'art plastique, du dessin, la danse, du poney. Tu étais contente d'aller à l'école, toi ? Moi, j'aimais trop l'école. J'adorais l'école, bon, sauf la seconde. Ça s'est très mal passé. C'était une période que j'ai pas aimée du tout. Ton handicap, parce que t'en as parlé, t'as l'œil gauche, c'est ça ? C'est ça. Qui est quasiment... Qui est très malvoyant, ouais. Qui est très malvoyant, ouais. ok. Oui, c'est pas une nécessité totale. Non. Alors, en plus, j'ai eu la chance de naître à la bonne époque. En fait, c'est un truc qui est héréditaire. Ma grand-mère l'avait. Elle a fini complètement aveugle avec l'œil qui est parti. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? On disait à une personne malvoyante, surtout repose-toi, ferme ton œil, il faut surtout pas trop lui montrer la lumière. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut le stimuler, il faut faire de la rééducation. Donc moi, j'avais mon œil qui partait tout le temps. J'avais un strabisme divergent quand j'avais 3 ans. Et en fait, j'ai passé des heures entières à faire de la rééducation. Maintenant, j'ai les yeux très musclés. Je peux te faire des grands 8 avec les yeux. Wow. J'ai les yeux extrêmement musclés par rapport à la moyenne des Français. Et bon, je le vois quand je suis fatiguée, j'ai toujours l'œil qui part un petit peu, mais c'est très rare en fait. Alors, on va un peu avancer sur ton parcours de vie, comme à peu près 80% des nanas. Tu te dis, tiens, si je me mettais avec un mec toxique. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un grand amour, tu tombes amoureuse, tu pars vivre au Maroc. C'était waouh, il voulait pas que je porte mon sac à main. Il voulait m'offrir des cadeaux, il voulait que je sois une princesse. C'était trop beau pour être vrai, tu vois. D'accord. Mais moi, j'étais jeune, donc j'avais aucun curseur de comparaison. Je pouvais pas. Et donc, je vais très vite rentrer là-dedans, sans m'en rendre compte, avec pourtant des red flags évidents. Tu vois, des crises de colère très rapidement pour des choses futiles, tu vois. Et puis après, bon, il s'excuse, machin, c'est tout beau, machin. Et tu le re-aimes 10 fois plus fort. Déjà, et surtout, tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour ça. Allez, tiens bon encore, tu vois. Peut-être que tu peux le sauver, tu vois. Pourquoi on s'inflige ça ? Toi, tu sais pourquoi tu t'infligeais ça ? Enfin, tu penses parce que c'est pas ça l'amour maintenant. Tu sais. Non, mais là, clairement. Mais là, c'est l'emprise. Non, mais je pense que, en fait... t'es un peu dans une illusion dans les relations d'emprise où tu tombes amoureux de quelque chose qui n'existe pas. Et comme tu tombes amoureux de quelque chose qui n'existe pas, tu te raccroches à ce quelque chose qui n'existe pas. Donc, tout le travail est, en fait, en toi, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Il faut que tu fasses ton deuil de l'image que tu t'es construite de la personne qui n'existe pas, en fait. Ouais, ça, c'est terrible. Et tant que tu ne fais pas ce travail-là, tu ne pourras pas couper les liens. Parce qu'après, en fait, c'est assez... Alors, je vais pas dire que c'est facile de quitter une relation d'emprise, parce qu'en fait, c'est très dur, la personne, elle va pas te laisser partir comme ça et tout. Mais si toi, l'emprise, elle est entre toi et toi-même, parce qu'elle est entre toi et la personne que tu t'es construite. Donc, il faut vraiment que tu déconstruises ce lien. Après, une fois que tu auras vu le vrai visage de l'autre personne, ça, en tout cas, toi, tu vas pouvoir te couper. Maintenant, après, faire en sorte que cette personne disparaisse de ta vie, là, c'est autre chose. Géographiquement, te mettre en sécurité, c'est autre chose. Moi, j'ai des copines. Du coup, à force de parler de ce témoignage sur les réseaux, j'ai quand même récolté des centaines et des centaines de témoignages de femmes. Ah, mais j'ai l'impression que toutes les femmes ont eu leur pervers narcissique. Ouais. Parce qu'à un moment, je me disais, mais bon, quand même, est-ce que c'est pas devenu un terme à la mode, tu vois ? Et en fait, après, moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je vais recevoir une personne qui est spécialiste là-dedans, c'est pourquoi il y a autant d'hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a des femmes, il y a des femmes, bien sûr, mais pourquoi il y a autant d'hommes et d'où ça vient ?
Et en fait, il y a vraiment une éducation qui aussi pousse ces hommes-là à avoir ce type de comportement. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est impressionnant le nombre. Oui, alors bon, parce qu'aussi c'est plus visible. Je pense qu'il y en avait autant avant, mais que ça se voyait pas. Oui, évidemment. Ça, mais oui, ça a été, je pense, très certainement à la mode, ce terme. Mais mine de rien, on le ressent, en fait, quand on est avec un père narcissique. On se sent pas bien, mais on se sent folle d'amour. C'est une violence qui est très sourde. Hein. Parfois, ils sont même pas dans la violence conjugale. Hein. C'est une violence qui est très, mais très la violence, il n'y a pas subtile. Besoin qu'elle soit... Oui, il n'y a pas besoin, ça peut être un mot, glissé à l'oreille pendant une soirée. C'est du contrôle, c'est un regard, c'est... Ouais. Et alors toi, femme si libre, si... tu sors de cette relation avec lui, mais en fait, tu n'es pas encore libre du tout. Parce que tu vas très mal. Ouais. Et donc, tu le disais, tu vas tomber dans l'anorexie et la boulimie. Ouais. Qui sont en fait très liées souvent, parce qu'en fait, l'une crée l'autre. C'est-à-dire que tu te mets en famine drastique. Enfin, ton corps, au bout d'un moment, il en peut plus. Il est à bout, quoi. Il manque de minéraux, il manque de vitamines. Donc, tu ne mangeais pas ? Ou très peu, quoi. Très peu. Des bouillons, des carottes, puis c'est tout, quoi. Tu vois. Et après, quand tu n'en peux plus, tu te mets à manger beaucoup, mais tu te fais vomir. Tu fais, voilà. Enfin, pas que d'ailleurs, tu fais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas te mettre d'abord en famine, énorme. Ensuite, ton corps, il est en stress énergétique. Enfin, donc, il va faire ce qu'on appelle de la gloutonnerie ou une crise d'hyperphagie par survie. Sauf que du coup, il va se mettre à manger, mais en excès, à un point que Enfin, c'est juste pas humain ce qui se passe. Moi, j'en avais mal au ventre. Enfin, je pensais que j'allais plus respirer et mourir, tu vois. Et tu trouves, du coup, tu crées une culpabilité. Et donc, il faut que tu trouves tous les moyens possibles et imaginables pour t'en sortir. Donc, soit tu vas te faire vomir, soit tu vas courir des heures au point d'avoir des articulations qui sont douloureuses, tu as les genoux gonflés. Et même, moi, j'avais testé les laxatifs. C'était une catastrophe. Oui, j'en avais entendu parler. Justement, j'en rigole, mais c'est pas du tout drôle. Hein. Non, mais... c'est nerveux. Parce que, oui, c'est nerveux. Et puis parce que j'ai l'impression, au vu de ce que j'écoute et ce que je vois de toi, il y a toi et il y a une sorte de recul, comme si tu avais 2 pas en arrière toujours. Ouais. Peut-être parce que ton cerveau va plus vite, donc je sais pas comment tu gères ça. Mais est-ce que tu t'effondres parfois, tu pleures ? Ah oui, ça arrive beaucoup souvent. Ouais, ok. Ouais. Ça arrive et puis moi je suis hypersensible, donc le problème c'est que je prends la peine de tout le monde. Donc ce truc que je ressens, c'est aussi pour pouvoir supporter la vie. Ce truc où tu prends quand même de la distance sur les choses. Ouais, j'essaye d'analyser. En fait, j'essaye d'analyser pour comprendre, parce que sinon je me dis dans ce tourbillon d'émotions et d'angoisse, je vais pas survivre. Donc j'essaye toujours de prendre le recul pour dire ok, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et puis j'ai une maman psy, hein. Donc j'ai passé ma vie à voir ma mère analyser mes copines, analyser ses copines, m'analyser, tu vois. Parfois je voulais être avec mes copines, elles se mettaient à leur faire leur psychanalyse. Et en même temps, est-ce qu'elles nous ont pas donné des trucs de dingue ? Toi, elle c'est vraiment une spécialiste, donc c'est incroyable. Donc il y a l'anorexie, la boulimie, et puis après ça va mieux. Ça avance. Ça a été un processus en fait. Disons que souvent on me dit est-ce que tu as eu un déclic, mais oui, ça, non, ce serait comme dire quand tu as une maladie grave que d'un coup il y a eu un traitement qui change tout. C'est un processus. La guérison est un processus, c'est une phase qui doit jongler entre plusieurs aspects, c'est-à-dire parce que cette maladie, on peut le dire, c'est une maladie. C'est une maladie mentale reconnue, ouais. Voilà. Je suis allée voir des psychiatres et tout. Voilà. Oui. Cette maladie, elle vient pas que de ta relation toxique, non. Elle vient d'autres traumas. En fait, pour moi, après l'avoir analysé, les troubles du comportement alimentaire en général sont un symptôme. Ce n'est pas une maladie alimentaire. C'est une maladie qui prend sa source dans des fusibles. Donc, tu vas avoir le fusible qui est peut-être la famille, dans la petite enfance, le handicap, le fusible que moi, j'ai eu des moqueries aussi par certains de mes ex-petits copains. La relation toxique, on va dire que c'est le couperet final. Il y a la société qui, dans notre génération à nous deux, on avait vraiment des messages de connivence, mais complètement contradictoires. Et donc, je pense que tout ça sont des fusibles qui injectent des idées contradictoires dans ton cerveau. Et un jour, il suffit... moi, ça a commencé où mon ex me disait « T'as été méchante, je me casse avec des potes, je vais en boîte. Tu restes toute seule, je t'enferme. » Tu fais quoi ? Tu commences à te réfugier, tu fais de la nutrition émotionnelle, si tu veux, parce que t'es puni. Et la nourriture, c'est quoi ? C'est le lien direct avec la mère. Donc, il t'a enfermé ?
Voilà. Mais ça, c'est des agressions, par contre. Non, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres choses qu'il m'a fait. Mais si tu veux, donc, je pense qu'au départ, ça a commencé en mode mon cerveau, il avait plus d'autres issues. C'était manger pour rechercher le lien affectif avec la mer. Ma mère était loin, j'étais à des kilomètres, à presque 1000 et quelques kilomètres. Bien sûr. Donc, je pense que ça a commencé comme ça. Et en fait, petit à petit, c'est de toute façon, j'ai une autre copine parce que tu comprends, t'es pas désirable. Donc, ok, je suis peut-être pas désirable parce que je suis grosse. Tu vois, et donc ça va être plein de petites choses jusqu'au point où tu veux peut-être disparaître, et après à un moment t'es plus dans la conscience, c'est-à-dire qu'au départ t'étais conscient que tu commences à manger, puis en fait la maladie va prendre le dessus sur toi. Il y a quelque chose de très paradoxal, je trouve, avec l'anorexie, boulimie. Il y a le fait d'une certaine manière vouloir disparaître, hein, parce qu'on maigrit de plus en plus, donc on n'est plus là, et puis de toute façon on est focalisé sur ce sujet-là, il rythme toute notre vie, etc. Donc il y a le côté un peu, on imagine la jeune fille qui tremble, qui est seule, abandonnée et maigre. Et puis il y a l'autre côté, le côté puissance, parce qu'arriver à contrôler autant son corps, il y a un truc de puissance, de force chez la personne qui arrive à faire ça aussi. Quand je dis qui arrive, c'est très grave, tu vois. C'est Ouais, en fait, c'est ta meilleure ennemie. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, j'ai peut-être trouvé la solution pour qu'on m'apprécie, qu'on m'aime. J'ai peut-être cette meilleure amie qui sera là toujours pour m'aider. Mais en fait, tu te rends pas compte que cette meilleure amie, c'est pire que la cigarette. En fait, c'est ton pire cauchemar. Et moi, il y a eu une période vraiment, là, en fin de relation avec lui et tout, je me disais, mais je m'en sortirai jamais, je vais finir par mourir. Soit d'un cancer, soit on va me retrouver morte, parce que tu sais, j'avais des problèmes, j'avais plus de magnésium, je faisais de la tachycardie, je me disais, on va me retrouver morte chez moi, tu vois. Et le pire, c'est que donc je disais ça, mais j'étais en incapacité, comme un toxico, quoi, de m'en sortir. Et ce qui est assez magique, et c'est pour ça que aussi les fusibles sont en même temps la cause, et en même temps sont le biais de la guérison. C'est-à-dire qu'en fait, sans le voir venir, tu vas, parce que tu sors de ta relation d'emprise, hop, il y a un fusible qui sort. Parce que tu grandis, tu vas avoir de meilleures relations avec ta famille, hop, t'as un fusible qui sort. Parce que la société, quand t'as 30 ans, t'as plus les mêmes rapports au monde et à ce qu'on attend de toi physiquement par rapport à quand t'as 16 ans et que tout se base sur est-ce que tu vas avoir le meilleur truc à la mode et tout. Donc, hop, tu vois, c'est tout un système. Que t'as démonté dans ta tête. Nous, nos dealers, ils sont à tous les coins de rue. Oui. Partout. Uber, ils te mettent des promotions. En fait, on est bombardé de messages en mode bouffe, tu vois. Ouais. Et en même temps, on est bombardé de messages en mode si tu bouffes et que t'es gros, t'es une merde. Ouais. Donc, mais tu deviens fou, en fait. Donc, oui, parce qu'on dit qu'on est plus cool sur le corps et sur. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Les femmes françaises sont les femmes les plus maigres d'Europe, minces d'Europe, en proportion. Il y a du surpoids. Mais on a une pression sociale sur la minceur en France en lien avec l'industrie de la mode. Tu dis que tu t'es détendue, mais alors je sais pas si c'est parce que tu as ton statut de femme entrepreneuse, etc., mais tu es toujours impeccable, Alice, quand je te vois. Je ne te vois jamais avec une mèche qui dépasse. Tu as parlé de chirurgie aussi. Ouais, ça a fait partie de la même période. C'était dans cette période-là, ouais. Ok. J'ai essayé de trouver des solutions pour aller mieux, tu vois. Mais j'ai deux questions. Est-ce que l'anorexie t'a abîmé au-delà intérieurement, le corps, physiquement? Oui. Déjà, j'avais des gants de toilette à la place des seins, parce qu'à force de faire le yo-yo, tu sais, la peau se distendait. Ça, c'est bien de le dire aux jeunes filles. Il faut dire la vérité. Je faisais le yo-yo, donc c'est vrai qu'au départ, si j'ai refait ma poitrine, moi, je voulais pas faire Miss Bikini, ou je vais jamais à la plage. J'aime pas le sable, ça me saoule. Non, tu fais pas la plage, tu fais pas la montagne. Ouais, non mais franchement, je suis pas très courageuse tout le temps. Exactement, je suis pas très courageuse, moi. Franchement, j'aime mon petit confort basique. C'est bizarre, hein. J'aime bosser et mon petit confort basique. Et à cause très certainement de mes yeux, je pense que ça m'a... Tu vois. Mais ouais, donc j'avais refait mes seins en me disant, ça ira mieux. Alors, ça ira, c'est pas allé mieux comme ça grâce à mes seins, mais c'est vrai que le fait de m'imposer des formes, en vrai, j'avais plus le choix que de prendre du poids parce que ça faisait vraiment pas beau d'avoir juste la prothèse et la peau, quoi. C'est très, très moche. Donc, du coup, ça m'a peut-être indirectement aidé à reprendre un peu de poids, tu vois, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Et ça joue beaucoup sur les dents aussi. Ouais. Ça t'a abîmé les dents. Ouais. Donc t'as refait des dents. En fait, j'ai mes dents dessous, mais j'ai des facettes par-dessus, ouais. Mais j'ai pas fait les dents de requin, là, tu sais. Mes dents sont saines dessous, mais j'ai fait beaucoup de bruxisme. J'avais vu des vidéos sur ça. Non, ça, il faut vraiment pas faire ça. Hein. Okay. J'ai une copine, ils lui ont mutilé la mâchoire, elle a des gros problèmes de santé maintenant. Bon, voilà. Ça, c'est bien de le dire aussi. Voilà. T'as fait d'autres choses ? Oh là là, si on commence sur ce sujet, tu veux faire un podcast sur ça ? Franchement, j'aurais dû faire un podcast sur la chirurgie parce que c'est un sujet. Ouais, c'est un sujet. Moi, en fait, j'aurais
peur de faire de la chirurgie. C'est pas que je suis contre ou quoi, absolument pas. Enfin, vraiment pas. Je ne me permettrais jamais de juger. Mais moi, j'aurais hyper peur. Je me dirais, mais pourquoi je vais m'infliger ça, tu vois ? Ouais, bah, c'est un peu le discours que ma mère avait. Moi, j'avais pas cette vision-là. Toi, ça te faisait plaisir ? Non, t'allais pas bien. Bah, déjà, ça fait partie d'une période, on englobe ça dans ouais, déjà, il faut savoir que ma toute première opération, j'avais 16 ans. Ah oui. Donc moi, ça a commencé très jeune. Et c'était dans un hôpital militaire. Donc j'ai fait... En fait, ce qui s'est passé, c'est que vers 16 ans, à l'adolescence, j'ai mon cartilage alaire. Donc c'est le cartilage qui est sur les narines, qui s'est un peu comme affaissé. J'avais des petites boules sur les côtés des narines. Et en rigolant, tu vois, j'ai pas subi du harcèlement. Mais souvent, j'avais des petites remarques en mode ton nez, il est carré. En fait, moi, je voulais pas un beau nez. Je voulais juste un nez qui ressemble à un nez. Je m'en foutais qu'il soit aquilin, grec, bosse, pas bosse et tout. Je voulais juste un nez qui ressemble à un nez. Là, j'avais un nez qui ressemblait pas à un nez. Okay. Donc, j'ai fait ma toute première opération. J'avais 16 ans dans un hôpital militaire qui s'appelle l'hôpital Percy, à Clamart, dans le 92. T'as dû souffrir, non ? Ça fait mal ? Non, pas du tout. Ah bon ? Mais ils te blindent de morphine. Oui. Tu passes les meilleurs jours de ta vie. Ça, il faut... Non. C'est pas agréable, c'est chiant, c'est contraignant, mais c'est pas les règles, ça fait plus mal. L'endométriose, c'est largement plus douloureux. Après, c'est vraiment pas agréable. En plus, quand t'as 16 ans, tu te répares très vite. Enfin bref. Le problème, c'est qu'à 16 ans, t'es pas fini. Et ton nez n'est pas du tout en fin de croissance. Il finit vers 26 ans, la croissance. D'accord. Donc moi, ça a mal vieilli, tu vois. Et là, je suis rentrée dans un cercle qui s'est très mal terminé. Bon, j'ai pas trop envie de faire tout le podcast là-dessus aussi parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai eu des erreurs médicales. Aujourd'hui, j'ai de la côte du crâne et de l'oreille dans mon nez parce que j'ai eu des infections très graves. J'ai failli perdre mon visage. Donc, c'est pas anodin, la médecine esthétique. Et c'est à cause d'une erreur médicale. Donc, à la base, je voulais juste un truc qui rentre en mode inaperçu. Je voulais même pas avoir un bonnet. Je voulais pas être Monica Bellucci, moi. Et du coup, ça m'a fait subir un monceau de problèmes que je raconte d'ailleurs dans mon livre. Mais oui, parce que alors je l'ai pas dit, mais il faut qu'on le dise. Ouais. Tu as écrit un livre que j'ai lu qui s'appelle Solide. On va pas révéler tout ce qu'il y a dedans. C'est vrai que là, là on a révélé pas mal de choses. Oui. Donc relation toxique, anorexie, on va sauter des étapes que j'ai effectivement parce que moi en fait ça m'a passionnée. Je me suis dit cette personne en fait c'est vrai que pour chaque sujet il faudrait un épisode finalement ouais, parce que ça. Si on veut pas survoler c'est vrai que ce serait important. Mais juste une question que je me suis posée. Moi je te pose des questions dans ce podcast, je fais ça vraiment comme si on était toutes les deux à une terrasse de café. Si on prend une photo de toi à 20 ans. Là, t'as quel âge ? Tu dis ton âge ou pas ? Oui, j'ai 33 ans. Ah oui, c'est vrai. J'ai l'âge du Christ. Ben oui, pardon. À 20 ans ou à 18 ans et maintenant, on te reconnaît ? Alors, justement, c'est ça qui est rigolo. Si tu prends une photo de moi de 0 à 15 ans, je me reconnais, c'est totalement moi. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la fin de la croissance de mon nez, là, mon visage a changé et je ne me reconnaissais plus. Mais là, je peux te prendre une photo de moi enfant, tu me reconnais. D'accord. C'est ça qui est rigolo. Et en fait, j'avais perdu mon identité. Tu t'aimes, toi, là, aujourd'hui ? Oui. Enfin, tu t'en fous un peu ? Ouais. Je suis ma copine. Ouais. Ok. Mais par contre, vraiment, je suis ma copine. Ouais. Genre, je m'autosuffis en termes d'humour. Ouais. Oui, parce que ça, il faut le dire à nos auditeurs. Là, on a parlé de sujets profonds, donc on n'allait pas te faire énormément de vannes, mais tu fais quand même des vannes dessus. Tu aimes beaucoup te marrer. Ah ouais. Quand tu fais des conférences, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Et non. Tu fais pas n'importe quoi. C'est très maline. Tu fais rire et tu apportes quelque chose de très chaleureux dans tes démarches de business, mais tu es très maline et tu sais exactement où placer tes jetons et tes dés. Aujourd'hui, on peut dire que tu pèses dans le game. Bah écoute, je sais pas, peut-être. Moi, je viens d'un milieu aisé. Donc déjà, je me stresse pas avec l'argent, j'ai pas la blessure du manque. Mes parents m'ont toujours dit il faut que tu fasses un métier que t'aimes. Ma mère était psychosociologue et spécialisée en plus dans la réorientation. Et elle a vu tellement d'adultes malheureux dans leur travail, donc elle n'a cessé de me dire sois heureuse dans ce que tu fais, il faut que la vie soit un jeu, etc. Donc, on m'a bridée dans une relation d'emprise où je peux plus être cette femme libre que j'ai été toute mon enfance et tout. Je ressors de là, je me dis ça va être mon combat. Donc, je vais d'abord faire de la com, je vais d'abord faire de la prestation de services pour des entreprises, puis je vais sentir comme limitée parce que j'aime les copines, j'aime l'humour, j'aime faire passer des messages importants, mais
sans qu'il soit grave, enfin j'aime pas trop dire ça, mais sans en tout cas qu'il y a de la gravité dans le ton de ma voix, et je vais aimer faire des pestacles, tu vois. Moi, ma vie, c'est faire des pestacles, et donc des conférences et faire du bien, et je vois que malgré moi que ça fait du bien, parce qu'on a toujours dit, alors je dis les femmes, mais j'ai beaucoup d'hommes aussi en conférence, mais on a souvent dit aux femmes, sois belle et tais-toi, faut que tu sois une bonne petite élève, une première de la classe, faut que tu sois pas trop rigolote parce que c'est pas sexy, faut pas que tu sois trop ambitieuse parce que tu comprends ça va faire peur aux garçons. Et en fait, moi, je suis le prototype, donc j'ai dit, ok, je vais ressembler à une Barbie. Ça, c'est un peu mon branding. J'adore Barbie parce que moi, je la trouve hyper féministe. C'est quand même une femme qui conduit un avion, un camping-car, et en même temps, elle a un poney et elle est vétérinaire. Enfin, quand même, c'est quelqu'un, tu vois. Elle a décidé d'être multipotentielle. Et je vais... Tant pis, je vais cultiver. Moi, j'aime avoir l'aspect de la féminité comme on l'imagine, tu vois. Bah, tant pis, j'ai des seins, j'ai du maquillage. Le maquillage, pour rappel, Homo sapiens s'en mettait plein la face, hein, homme ou femme, pendant très longtemps. Donc, il faut arrêter de dire trop maquillé, c'est superficiel. Non, ça, c'est une idée encore que la société a imposée pour, encore une fois, maîtriser les femmes. Si t'es trop maquillée, t'es une pute. Si t'es pas trop maquillée, t'es un télo. Moi, j'aime pas du tout ce concept. Moi, si j'ai envie de maquiller et de lire des livres, c'est OK, tu vois. Comme à l'inverse, j'aime faire des blagues de Toto et de pas maquiller. Bon, bref, peu importe. Et je voulais faire passer ce message que peu importe, en fait, bon, ce récit, cette histoire, ce maquillage, ce look et tout, ce qui fait que les gens te suivent et s'identifient, c'est juste parce qu'ils ont compris que toi, tu te suis. Ouais. C'est toi, en fait. Si moi, je suis ma propre inspiration, ça va forcément inspirer des gens. Et pour être sa propre inspiration, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut arrêter de se raconter une histoire ou d'être un personnage, parce que ça ne va pas durer dans le temps. Tu ne peux pas éloigner le naturel. Il revient toujours au galop, et ça, c'est vrai. Et je ne parle pas du naturel en mode thé matcha et cours de yoga. Hein. Oui. Je parle vraiment de... Moi, mon naturel, c'est que j'aime être sophistiquée, parce que moi, on m'a interdit d'être sophistiquée pendant 6 ans. Oui, c'est pas anti-féministe que de se maquiller. Mais non. Toi, t'estimes être féministe. Mais bien sûr. Moi, on m'a dit, si t'es maquillée et que t'es féminine, tu n'auras pas le droit de sortir dehors. Donc moi, c'est mon combat féministe d'avoir le droit de sortir en jupe et maquillée, en fait. C'est mon histoire. Mais j'aime autant mes copines qui sont pas maquillées et qui font... Oui, tu disais dans un autre... Bien sûr. J'ai écouté quelque chose. Tu disais, moi, j'ai des copines voilées. Moi, j'ai des copines qui font du porno. Oui. Moi, je suis complètement là-dedans. Dans ton truc, tu vois. Mais ça reste quand même... ça, c'est ton mode de pensée. C'est sûrement le mien. En revanche, t'es d'accord que dans le quotidien de nos sociétés, là, on va quand même très mal. On va vers des extrêmes. Il faut choisir son camp. Il faut soit t'es là, soit t'es pas là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de grande violence, justement, des femmes, même envers les femmes, en ce moment. Bah, c'est en train de remonter, oui. Bah, alors, il y a le masculinisme qui est en train de monter en flèche, et ça fait très, très peur. Et de toute façon, les femmes envers les femmes, et je pense que c'est bien qu'on termine sur ça, parce que c'est vraiment un message que je voulais faire passer. Pendant des centenaires, mesdames, nous avons eu à nous émanciper par l'intermédiaire de nos maris, nos papas. Donc, nous avons été construites dans le transgénérationnel sur, de toute façon, on est en concurrence, puisqu'il en relevait de notre survie, de notre possible émancipation. Enfin, émancipation, je mets des guillemets, parce que bon, bref. Et là, si vous ne comprenez pas encore que tant qu'on ne s'émancipera pas de cette façon de penser, c'est-à-dire, et je parle aussi aux féministes qui sont extrémistes, hein, parce que elles aussi, quelque part, en envoyant des pics, en fait, il faut éduquer. Si tu n'es pas d'accord avec ta consoeur, qui de l'autre côté est peut-être antiféministe, et que pour l'attaquer, tu passes par la violence, tu fais ni plus ni moins que la même chose qu'un homme misogyne ou qu'un homme masculiniste. Donc, les extrêmes, c'est vraiment le fléau, le virus, voire même le cancer de notre future émancipation et liberté. Donc, il va falloir qu'on comprenne, voilà, déjà qu'on porte ça, que oui, on a des divergences de pensée. Est-ce que je peux me permettre de mettre un petit holà sur ça ouais. De mon point de vue. Hein. Oui. Oui, certaines féministes extrêmes, qu'on appelle extrêmes ou extrémistes, peu importe, moi, parfois, je ne me reconnais pas dans cette manière de traiter cette information-là. Mais elles font ça parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est ça que tu veux dire. Surtout que c'est grâce à des femmes comme ça aussi qu'on a avancé. Oui, non. Donc moi, je les remercie 1000 fois. Moi, je ne suis pas capable d'être dans cette énergie-là parce que je sens
que j'arrive à diffuser d'une autre manière. Mais je les remercie quand même. En ouais, revanche, là, dernièrement, j'ai reçu des critiques sur un épisode que j'ai fait avec un homme qui m'a avoué une agression. J'étais pas du tout préparée à ce qu'il me l'avoue dans cet épisode. Je ne l'avais pas du tout invité pour ça. Je l'ai même retiré pour te dire à quel point ça a pris des proportions énormes. Où les personnes qui m'ont fait le plus de mal, c'est des filles que je suivais et que je voulais inviter et pour qui j'ai une grande admiration. Donc j'ai eu beaucoup de peine. Ça a été très dur pour moi. Elles n'ont pas fait l'avocat du diable, quoi. Elles n'ont pas été virulentes avec moi, certaines oui, mais la plupart non. Il y en a qui m'ont remercié, qui m'ont dit grâce à toi, on a dénoncé un agresseur. Moi, c'était pas mon idée. Je voulais pas non plus que lui soit mis sur un pilori. C'est-à-dire, il vient, il livre ça. Moi, qu'est-ce que j'en fais ? Soit je cache, soit je sors l'épisode. Si je cache, je le protège. Donc, j'ai décidé de sortir l'épisode en entier avec cette partie-là. Okay. Mais c'était très compliqué. Bon, c'était une parenthèse. Ah ouais, là, c'est hyper tendu ce que tu as vécu. Non, mais moi, c'était plus... Alors, peut-être mon exemple était mal choisi parce que moi, je vois les choses sur les réseaux. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je vois des choses sur les réseaux. Tu parles des réseaux, bien sûr. Je parle des réseaux. Je parle pas des combats qui nous ont vraiment aidés. Et bien sûr, je ne peux que remercier, mais mon Dieu, combien de Simone Veil, etc. Mais je parle vraiment En fait, ça ne rentre pas en profondeur. Typiquement, ce qui t'est arrivé. Et donc, ça va être... De toute façon, t'as rien compris, ta gueule, grosse pute. Moi, je vois des trucs comme ça. Pour toi ? Non. Toi, tu reçois de la haine ou pas ? Pas. Les gens me critiquent sur mon physique. Là, je vais peut-être me faire critiquer dans ton podcast parce que j'ai un peu dit ce que je pense. Mais non, de toute façon, je ne suis pas la haine. Moi, je vibre pas la haine. Je suis. D'ailleurs, ça ne te fait rien ? De quoi, les critiques ? Ouais. Bien sûr que ça te fait du mal, une critique. Après, non, quand c'est sur mon physique, ça va. Je l'ai choisi, tu vois ce que je veux dire ? Je l'ai acheté. C'est comme si on te disait, il est moche ton sac, je sais pas moi, Louis Vuitton. T'en fous, t'as acheté ton sac Louis Vuitton, tu le voulais, tu vois ce que je veux dire ? Bon, là, maintenant, tu te dis, l'autre, il est jaloux, en fait. Donc là, c'est autre chose. Oui, alors, c'est terrible si tu te fais critiquer sur le physique que t'as pas acheté. Pour moi. Alors, moi, je devrais le reprendre. Mais non, mais attends, moi, je pars à un moment où j'avais peur de mourir, moi, avec ma maladie. Je m'en tape de qui va... Moi, maintenant, je suis en santé. Genre, tu peux me dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. T'es en vie. Je suis en vie, en fait. Donc, tu peux me dire que je suis chum, mais je m'en fous. On va tous crever. Tu vas ressembler, toi aussi, à une momie, dans ton linceul. Tu vois ce que je veux dire ? On va tous finir en momie, en herbe, comme il disait Mufasa dans Le Roi Lion. Donc, à la fin, on est juste un amas de molécules qui pensent et tout ça. Mais par contre, j'adore cette phrase. Voilà. Mais par contre, il y a quelque chose où ça me ferait du mal, tu vois. Si vraiment on me disait, je sais pas... cette fille, c'est une grosse merde, des trucs comme ça. Ça me ferait du mal. Ce qu'elle fait, c'est nul, par exemple. Non, ça encore, c'est nul. Attends, je fais des PDCL, regarde, hop. Tu vois, c'est nul. C'est nul, tu vois, j'ai même pas réussi. Non, ça va. J'ai beaucoup d'autres dérisions, mais c'est plus sur mon éthique, tu vois, si on me disait, parce que ça, vraiment, profondément, je sais, je le sens, j'ai un bon fond. Après, je fais plein d'erreurs comme tout le monde, tu vois. J'ai pas toujours une pièce à donner dans la rue et tout. C'est OK, tu vois, je suis un humain comme tout le monde, je cours partout, enfin voilà. Mais j'aimerais pas qu'on remette en question mon éthique parce que vraiment, profondément, je sais que je suis une bonne personne, tu vois. Je le sens. J'ai un bon cœur, tu vois. Après, oui, j'ai un sale caractère, je gère pas mon stress, ça c'est clair, tu vois. Ça me ferait du mal. Tu gères beaucoup de choses aussi, hein ? Voilà. Ouais, c'est vrai. Et un petit chien. Et un petit chien. Oui, parce qu'on l'a pas dit, il y a Taya, pardon, qui est Taya. Alors, je ne l'ai pas dit, il y a Taya qui est là depuis le début de l'épisode et elle est extrêmement mignonne, extrêmement calme. Elle avait froid, elle a plus froid. Ouais, elle est bien là. Alors, je tiens à dire quelque chose. C'est qu'il y a eu un gourage dans les horaires de ma part avec Odiane, qui est ton agent, enfin un de tes agents sur plusieurs sujets. Du coup, j'aurais voulu faire 4 heures avec toi, Alice. Tu es passionnante, tu es drôle, tu es gentille, tu es intelligente, tu es merveilleuse, vraiment. Et Taya aussi. Non, mais vraiment, je te le dis sincèrement, j'aurais voulu qu'on parle aussi de tes tips sur le business réseau, parce que c'est hyper intéressant et ça peut être intéressant pour les femmes qui nous écoutent. Donc, j'aspire à ce qu'on refasse un épisode toutes les deux. Avec plaisir. Voilà. Quand tu veux. Donne-moi tout, c'est d'abord de l'humain. Donc, je pense qu'on a traité des sujets humains à fond. Et que tu as pu montrer aussi aux auditeurs vraiment à quel point tu étais intéressante et résiliente surtout. J'espère. Résiliente, voilà. Et puis n'oubliez pas, la vie est absurde. C'est-à-dire qu'on finira tous par mourir. Donc faites de votre vie un rêve parce que c'est la seule façon de ne pas vivre dans les regrets et surtout de partir avec, quoi. Oui. Et tu penses que tout le monde peut ? Parce que... Tu dépend ce qu'on dit qui est un rêve. C'est-à-dire que parfois, on a des rèves qu'on imagine, l'Empire State Buildings, tu vois. Parce que toi, est-ce que l'argent, ça te rend heureuse ? Parce que tu gagnes très bien ta vie, on peut le dire.
Oui et non. Enfin, moi, je traîne avec des gens qui gagnent 100 fois ce que je gagne. Je traîne avec des millionnaires. Moi, je gagne. Mes entreprises tournent. Oui. Mais au regard de ce que la France prend et ponctionne, je suis pas non plus. Enfin, tu vois, j'ai une entreprise qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, une autre qui fait 15 000. C'est du chiffre d'affaires. Oui, c'est du chiffre d'affaires. Déjà, il y a 50% qui part. Oui, mais tu sais pas ce que c'est une fin de mois difficile. Non, ça, non. Ouais. Non, ça, c'est pas. Voilà, faut faire la nuance. Je sais pas ce que c'est qu'une fin de mois difficile, mais c'est pas. Voilà, j'ai des entreprises qui gagnent plus ou moins bien leur vie. T'as pas à culpabiliser, hein, c'est merveilleux. Non, mais je suis entre les. Enfin, pour moi, je suis pas dans ceux qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais je suis pas du tout dans la précarité. Et c'est exactement ce que je voulais. Je déteste les extrêmes. Je te l'ai déjà dit. Ouais. J'aime bien être entre les deux parce que j'aime bien avoir les contraintes et la réalité des gens qui ont des problèmes. Parce que moi, ça m'arrive d'avoir des problèmes, que l'URSSAF c'est cher, que la TVA c'est chiant. Excusez-moi la TVA. Mais j'aurais peur de perdre de pied aussi si j'étais trop. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si j'aimerais. En fait, tu sais, à l'époque, j'ai fait de la musique. Oui, t'as été chanteuse. J'ai été chanteuse dans une autre vie. Ça s'est très mal passé parce que j'étais sur scène et je me sentais pas à l'aise d'être au-dessus des gens. Ah ouais. J'aime bien être avec eux. C'est marrant. Voilà. C'est pour ça que j'aime mieux la conférence parce qu'il y a une interaction avec le public. Voilà. Bon, Alice, on va se refaire un épisode sur le boulot. Sur le boulot. Voilà, donc ce sera l'épisode 2 avec Alice. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné autant de toi. Voilà. Et de m'avoir donné autant de toi. Je me suis sentie très proche. T'es un amour. Merci pour cette invitation. À bientôt. Ciao. Si cet épisode de Donne-moi tout vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. J'en ai vraiment besoin pour continuer à créer du contenu pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce qu'ici, on veut bien tout donner, mais on veut aussi recevoir votre avis.